Bonjour tout le monde, vidéo aujourd'hui sur la nouvelle version de QGIS 3.40 Bratislava qui est sortie donc il y a quelques jours, donc le 25, il y a quelques mois même, le 25 octobre, il y a un mois et quelques. Et donc nouvelle version de QGIS qui apporte toujours son lot de nouvelles fonctionnalités. Donc c'est très rare que malgré tout le cœur de QGIS change, mais néanmoins il y a des fonctionnalités qui sont intégrées par défaut de manière native dans QGIS et qui permettent à chaque fois de faciliter son usage et de euh, pouvoir étendre ses fonctionnalités. Donc là on est sur QGIS 3.40 Bratislava, capitale de la Slovaquie pour ceux qui ne savent pas. Et donc nous avons un certain nombre d'évolutions qu'on va passer une à une. On va juste voir la nature des évolutions. Et après, suivant vos besoins, ça peut vous permettre à vous ou non de faciliter votre travail. Alors ça, on verra plus tard. Donc apparemment, première évolution, les outils cartographiques. Donc là, vous avez lorsque vous identifiez des entités sur la carte, vous avez désormais les informations cartographiques et les coordonnées qui sont facteurs de la projection de la couche et de la projection de la carte, ce qui vous permet d'avoir les deux informations directement dans la fiche d'information des entités. Ça c'est très utile. Donc là, bon, bref, pareil, à chaque présentation de nouvelle version de QGIS, je le dis, mais vous avez un outil de mise en relation des données natives à QGIS qui vous permet de définir les clés primaires, clés étrangères à partir de vos données importées. Et lorsque là vous avez une information sur les données, vous avez aussi les informations des couches associées directement depuis la fiche d'information. Donc là, par rapport aux deux premières évolutions, ce sont deux évolutions dans la fiche d'information visuelle, mais qui vous permettent d'avoir accès à toutes les informations de votre donnée et des données qui sont liées, des informations qui sont liées à votre donnée. Nouvelle évolution, l'interface utilisateur. Ah, très bien, ça aussi, auto-size les colonnes. Donc ça vous permet d'ajuster la taille des colonnes de votre tableau attributaire automatiquement. Alors ça c'est très utile parce que des fois les tailles des colonnes par défaut dans QGIS dans un tableau attributaire sont des tailles fixes et parfois vous vous retrouvez un peu à ajuster la taille des colonnes dans votre tableau attributaire pour voir tous les champs. Et bien là désormais vous avez une option qui vous permet d'ajuster automatiquement la taille des champs. Donc très important, super. Là vraiment dans l'évolution d'interface et on va dire que le QGIS, un de ses points faibles, c'est vraiment l'interface. Donc là, vous pouvez mettre des actions dans vos données. Donc ça, les actions, on ne les a jamais présentées, mais c'est lorsque vous cliquez sur une information, au lieu d'ouvrir un tablier attributaire ou autre, vous pouvez lancer un logiciel, lancer un programme. Donc c'est très utile. Enfin, ça peut être utile, moi j'utilise pas trop, mais voilà, c'est utile dans certains cas. Dites-moi dans les commentaires si vous servez de la fonctionnalité action QGIS. Moi non, mais ça peut être utile. Et donc là, ils ont rajouté un bouton pour dupliquer les actions plus facilement et de ne pas avoir à les rajouter une par une. Symbologie, donc maintenant dans la copie des styles, on peut copier les styles, les propriétés temporelles des couches. Donc la propriété temporelle, je n'ai jamais présenté, mais sur certaines couches raster, vous pouvez avoir des propriétés temporelles qui sont des données, je dis n'importe quoi, la pollution à 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020. Tout ça compris dans le même dans le même raster, et vous pouvez faire des styles temporels qui vous permettent d'avoir un style par date. Et là, vous pouvez tout simplement copier les styles de ces caractéristiques temporelles. Donc là, le nouveau symbole. Ah, donc là, il y a un nouveau type de symbole qui est en référence linéaire. Donc, je sais pas trop à quoi ça correspond. Est-ce qu'il y a des. Oui, voilà. Donc, référence linéaire, vous voyez, vous en rajoutez un nouveau type de symbole pour les données de type linéaire, les données vecteurs de type linéaire. Et donc, ça vous permet d'optimiser apparemment le rendu des étiquettes, premièrement, d'optimiser le placement des marqueurs et de définir voilà, l'intervalle et le contrôle des étiquettes. Donc, c'est pas mal du tout ça, parce que les rendus linéaires, c'est très difficile dans tous les SIG, je pense. Mais là, d'avoir optimisé les rendus pour les données de type linéaire, notamment le placement des étiquettes et des marqueurs, ben, c'est un gros plus. Donc là, il y a un nouveau type d'outil de recherche de couleurs en CMKY. Alors je me demande si c'est pas le. Ah, j'ai oublié le CMJN. Non, c'est pas le CMJN, je crois pas. Mais voilà, en tout cas, vous avez un outil, voilà, nouveau outil de sélection de couleurs. Voilà. Pourquoi pas.
Et vous pouvez aussi définir vos couleurs en données décimales, alors qu'avant c'est données fixes. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux nouvelles fonctionnalités d'outils de gestion de couleurs. Vous avez plus de finesse de choix dans les couleurs. Alors là, c'est ajouter un endpoint, un marqueur de fin de point, un symbole pour les données. Alors je connais pas trop pour les ballons, donc je sais pas trop les ballons, je sais même pas ce que ça veut dire. À voir. Et donc là, vous pouvez buffer pour les marqueurs symboles. Donc là, ah oui, d'accord. Donc les buffers autour des données de type ponctuel, des marqueurs, ça c'est des petits, petits, on voit ici pas des ombrages, mais on va dire des petits buffers, des éléments qui vont permettre de détourer vos marqueurs et de les rendre un peu plus visibles. Donc ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. C'est un peu comme les buffers autour des étiquettes de type texte. Là vous avez des buffers autour des marqueurs, pourquoi pas. Alors, donc là, autre élément. Alors ça c'est très très bien. Donc vous pouvez définir des couleurs de pixels qui seront transparents sur vos rasters. D'accord. Ça peut être utile pour plein de thématiques différentes, pour plein de besoins différents. Et ce qui était un peu dommage, c'est que vous deviez fixer jusqu'à présent des données de valeur raster fixes, des couleurs de pixels fixes pour rendre transparent vos rasters. Et là, il y a un seuil de tolérance qui va permettre d'un peu élargir la plage. Et ça, c'est très 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 bien. Ce qui va permettre de sélectionner tous les pixels qui ressemblent à votre plage définie et pouvoir aussi les rendre transparents. Donc j'aime bien. Annotation, donc on peut mettre désormais en annotation des symboles SVG. Très bien. Tac tac tac. Et là, donc là vous pouvez call outline. Il faut que je vois ce que ça veut dire call outline. Parce que là, cherche Google call outline. On va mettre traduction parce que ça m'intrigue. Ouais, call out text par exemple. Quand il n'y a pas Google traduction, je suis perdu. Ah, les textes de la légende, d'accord. Call out text. Ah putain, on a compris. Texte, ligne, bon, ok, je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc on peut créer, ah ouais, peut-être, voilà, là vous voyez ah d'accord, on peut lier, d'accord, ok. On peut lier le texte à un point sur la carte, d'accord. Donc des lignes qui vont lier votre étiquette à une zone sur la carte. Donc c'est ça la call outline. Pourquoi pas, ça peut être utile pour les mettre directement sur la carte. Des fois ça se fait sur l'outil de mise en forme, mais là, de mise en page, vous pouvez le faire directement là. Add linked layer option for annotation layer. Donc là apparemment ils ont créé une couche pour les voilà, une couche. Voilà, ça là, ces traits là qui sont des call outline, des lignes de jonction entre votre texte et votre zone, ils créent une couche pour ça. On peut aussi mettre du texte dans un rectangle d'annotation. Donc ça, là, on est vraiment dans des évolutions esthétiques pour agrémenter votre carte de texte, d'agrémenter votre canevas cartographique d'éléments textuels qui n'ont rien à voir avec les données pour mettre des zones en surbrillance, de mettre en avant certaines zones, certains secteurs, certains éléments. Donc voilà. Toujours la même chose ici. Là, on peut mettre des images comme annotation. Donc là, pareil, voilà, ils ont mis l'icône QGIS comme annotation. Ça, c'est pas mal. Ça, je m'en servais à un moment donné dans QGIS et je mettais des images directement dans la carte. Mais pour que dans QGIS Server, ce soit converti en watermarker. Et là, apparemment, on peut mettre directement des images. Est-ce que ça, c'est repris dans QGIS Server? C'est quelque chose que je me demande. Et donc là, pour les étiquettes, on peut mettre un alignement horizontal pour les étiquettes en HTML. Donc ça, c'est très très bien. Donc là, nous avons les étiquettes et ça intègre le HTML, le CSS. Donc là, on est vraiment dans le volet étiquetage et on peut mettre vraiment des étiquettes en HTML ou CSS, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Ouais, pareil pour mettre des images dans les balises HTML. Diagramme, bon, les diagrammes, les diagrammes, ça peut être la folie, mais je trouvais que c'était toujours une fonctionnalité très très mal rendue ou très très, je veux dire, basique dans QGIS, qui faisait qu'en fait je m'en servais jamais malheureusement, alors qu'il y a plein d'usages. Et une des principales limites, salut tout le monde, salut.
Et une des principales limites qu'il y avait dans QGIS, à mon sens, pour les diagrammes, c'était vraiment que c'était des fonctionnalités limitées. Bon, il y a les histogrammes basiques. Et là, ils ont rajouté un nouveau type de diagramme. Ce sont les stacked diagrammes, ce qu'ils appellent. Et donc, voilà. Alors moi, j'ai envie de dire à QGIS, continuez pour pousser cette fonctionnalité, nous proposer des diagrammes avec des fonctionnalités un peu plus fournies qui peuvent nous inciter à utiliser cette fonctionnalité, parce que moi, malheureusement, je trouve qu'en termes de rendu, c'est encore assez limité, mais il s'améliore. Merci à tous ceux qui sont là et n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Donc là, alors là, attention, là de ce que je vois, là ça m'intéresse beaucoup, puisque là ils ont rajouté une interface pour mettre directement les photomèches dans QGIS. Donc photomèche, c'est quoi? Ce sont des données 3D, donc très très utilisées. Données 3D, j'ai envie de dire vecteur, données vecteur 3D. Donc jamais fait de vidéo dessus, mais c'est à faire. Et donc vous me dites sur le chat, dans la version 3.40, l'usage des histogrammes fait planter QGIS, il faut installer à 3.40.1. Ben voilà, le message est passé, Liège67, merci. Salut tout le monde, mais attention à ça. Donc voilà, les fonctionnalités histogramme fait planter QGIS. Et donc là, ils ont rajouté dans l'interface la possibilité de rajouter désormais des Quantized Mesh Layer, des photomèches. Donc ça, c'est très très bien. Donc QGIS, pour info, pour moi, à mon sens, QGIS 3 se démarque des versions QGIS 2 par l'intégration plus poussée des données 3D. Et là, on voit qu'on peut ajouter des tuiles Cesium. Donc, j'ai jamais fait de vidéo sur Cesium, mais c'est un gros outil 3D. Et maintenant, des photomèches. Donc, voilà. Donc, maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour utiliser QGIS, le volet 3D de QGIS. Le rendu. QGIS Cavalier is handled to including URL within the single definition. Donc, on peut d'accord. Donc là, c'est le chargement de tuiles vecteurs. Pareil, les tuiles vecteurs, c'est la folie pour pouvoir afficher des données. Tuiles vecteurs, tuiles raster, c'est la folie. Pour afficher des gros stocks de données de façon fluide et rapide, j'ai envie de dire, il n'y a pas mieux que les données vecteurs tuilées et raster tuilées. Et en fait, ça surtout dans l'usage des outils web, parce que si vous voulez afficher de gros stocks de données 3D, des gros stocks de données 2D, raster, vecteur ou 3D, le seul salut pour vous, c'est le tuilage. Donc QGIS a beaucoup travaillé sur ça. Je n'ai pas fait de vidéo sur les tuiles vecteurs, mais il faut que je le fasse. Et donc QGIS a permis de charger ces tuiles vecteurs à partir de plusieurs sources différentes. Donc vous voyez, les tuiles vecteurs, on le voit, c'est en PBF, donc Proto, Bison, Buff, je ne sais plus trop c'est quoi le nom du format, mais voilà. OSM est en PBF, pour ceux qui savent pas. Est un format PBF, par natif. Ah oui, le respect des caractéristiques de la projection pour le rendu des données 3D. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'important, puisque la projection, c'est bien pour représenter les données en 2D, mais en 3D aussi. Et ils ont amélioré la prise en compte des projections pour ces données-là. Là, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est Scene Clip Distance, donc la possibilité de pouvoir couper des scènes 3D sur une emprise pour les sélectionner. Donc ça, j'aime bien. Vous voyez, avant, quand on coupait les scènes 3D, c'était ça. Maintenant, on les coupe proprement. Donc c'est pareil, tout ça, pour l'instant, tout ce que je vois, c'est des évolutions visuelles de QGIS, des évolutions de rendu, mais c'est très bien qu'ils travaillent sur ça. Print Layout, donc là, c'est l'outil de Composer. Et là, Add Support Merging Cell, une table. Donc, d'accord, donc apparemment, il est possible de regarder, on le voit là, de fusionner des cellules dans l'outil de table dans QGIS, parce que dans les composants d'impression, vous pouvez utiliser l'outil table pour afficher votre table attributaire avec vos cartes, sauf quand vous mettez la table attributaire brute, et là, apparemment, dans le Table Designer, vous avez la possibilité de retoucher les tables directement dans la table attributeur, un peu comme on peut faire dans Excel. Donc grosse évolution pour l'outil de mise en forme, mise en page de QGIS. Là, on peut générer des PDF valides, d'accord. Donc ça, c'est très bien. Vous voyez à chaque fois le contributeur, hein, donc ça c'est bien. Si je pouvais contribuer sur QGIS, je le ferais, mais j'ai pas les compétences techniques pour développer directement dans le cœur de QGIS, malheureusement. Par contre, je peux faire des petits plugins.
Donc là, quand on crée un PDF géospatial, on peut mettre des groupes de noms pour les items. Donc les PDF géospatial, c'est très très bien à divers égards. Je vous encourage de voir. Et là, vous pouvez un peu plus customiser vos PDF géospatial. Donc là, on est vraiment dans les évolutions du composeur de QGIS. Là, on peut mettre on peut ouvrir le volet page properties directement depuis le menu. C'est très bien parce qu'avant, il fallait faire clic droit sur la barre d'interface. Maintenant, c'est directement depuis la barre des menus. Ah, là, on peut définir une méthode pour l'outil d'échelle de QGIS dans le rendu des cartes. Donc là, apparemment, il y a une méthode de calcul pour les échelles quand on met dans la carte. Alors, donc là, maintenant, ça c'est pas mal aussi. Et là, on est dans des évolutions d'expression, de nouvelles expressions qui nous permettent de développer les fonctionnalités de QGIS en termes d'algorithmes. Donc là, il y en a une, c'est ajouter une expression qui nous est propre en format numérique. Là, c'est ajouter, il y a une nouvelle expression, interpoler, c'est mettre des points le long, interpoler les points par mètre, ou interpoler les points en fonction d'une ligne. Donc voilà, ça c'est maintenant une expression, donc très bien. On le voit, ça se caractérise par là. Il y a désormais plus dans les expressions. Donc là, on est vraiment dans la boîte d'expression de QGIS. Et par boîte d'expression, c'est souvent les calculatrices de champ, c'est les calculatrices, de champ, c'est les outils de sélection par expression. Donc voilà. Et c'est aussi la boîte de traitement. Donc désormais, dans les boîtes d'expression, vous avez aussi la possibilité de mettre des expressions des couleurs RGB, CMYN et autres. Et il est aussi désormais possible de sauver nos propres expressions directement dans le projet QGIS, chose qui n'était pas le cas par ailleurs. Donc là, on peut ajouter une information. Ah oui, d'accord. On peut créer des fonctions dans QGIS, après les réutiliser dans vos boîtes de dialogue. Là, c'est dans le Query Builder, dans l'outil de sélection. Donc, vous pouvez créer vos expressions propres en Python et les réutiliser dans QGIS via des raccourcis. On peut rajouter dans la boîte d'expression, il y a les couleurs des expressions liées à la couleur des objets et au dégradé d'objets. Ok. Là, nous avons désormais des évolutions dans le domaine de la digitalisation. D'accord. Donc cette fois-ci, ce sont des évolutions. Bonsoir tout le monde. Des évolutions pour créer des données, digitaliser des données. Alors souvent, une des critiques qu'on peut avoir, si tant est que ce soit des critiques dans QGIS, c'est que QGIS est un outil de dessin, mais pas avec des fonctionnalités aussi poussées que dans un AutoCAD ou dans un Illustrator, ce qui fait que c'est très limité. Et les gens qui viennent du monde de la DAO pure sont souvent frustrés des options de digitalisation qu'il y a dans QGIS, même si ça tend à s'améliorer avec le temps. Et là, ils ont ajouté plein d'options, donc l'intersection entre cercles quand on digitalise. La mise en place ça c'est bien, de guides de construction pour mieux voir et cerner les orthogonales, les intersections, les perpendiculaires, les diagonales, les médianes, etc., etc. Donc voilà, deux évolutions de dessin qui sont très utiles et qui mériteraient d'être poussées. On pourrait faire 10 heures de formation sur ça. Par ailleurs, je donne des vidéos de formation en ligne sur QGIS pour ceux que ça intéresse. L'offre arrive très bientôt et ce sont des formations QGIS, des vidéos toutes faites de 4-5 heures qui arrivent très bientôt. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, donc là, il est possible d'ajouter des rasters, d'accord, à partir de Amazon Web Services, donc à partir d'un S3, et bucket of container. Là, il est possible de mettre, d'accord, nos credentials. Donc ça, c'est les paramètres de connexion. Donc ça, c'est pas mal. Par ailleurs, GEDAL, il faut que je le présente. Donc là, on a besoin d'une version de GEDAL avancée. C'est que dans GEDAL, il y a maintenant GEDAL IA. Donc c'est la folie. Il faudrait que je fasse une vidéo sur ça, un de ces quatre. Tac. To reorder, field definition. D'accord, donc là, c'est bien. C'est très bien quand on crée des champs quand on crée une couche vecteur et qu'on crée des champs, on peut les réordonner directement depuis l'interface de création de couche vecteur, ce qui est un plus, parce qu'avant c'était pas le cas. On peut mettre des paramètres de métadonnées d'accord, on peut mettre des paramètres de métadonnées pour l'outil de traitement de QGIS, donc pourquoi pas. Il faudrait faire une vidéo sur les métadonnées et sur l'outil de traitement de QGIS, mais c'est pourquoi pas. Et donc là, on arrive dans l'outil processing, dont les nouveaux algorithmes qui sont définis en QGIS. Donc ça,
Ah bon, rien que pour ça, ça vaut la 340, j'ai envie de dire. Alors, on arrête là, rien que pour ça, ça vaut la 340. Ouvrir un fichier depuis une URL. Ça, c'est incroyable. Jusqu'à présent, il n'y avait pas ça. Alors, il y avait pendant longtemps télécharger un fichier depuis une URL, mais ouvrir un fichier depuis une URL, c'est la folie. Donc, que ce soit sur votre PC ou depuis une URL web. Donc, rien que pour ça, ça, c'est la feature killer. Vous devrez communiquer que sur ça. Je vais faire un short que sur ça. Tellement c'est la fonctionnalité essentielle dans la boîte d'outils. Voilà. On arrête tout. Merci, au revoir. Donc là, vous avez un nouvel algorithme euh, qui permet pour les données de type surface et volume. Donc là, ça, ah oui, d'accord. Ça permet de supprimer les petites surfaces, les petits trous qu'il peut y avoir dans votre couche vecteur 2D ou 3D en fonction d'une surface. Du genre, s'il y a un petit trou dans mon vecteur de 5 cm, tu me le combles. Ça te supprime les trous. Ça, c'est très bien parce que quand vous faites du traitement vecteur vers raster, raster vers vecteur, que vous faites de l'interpolation, vous pouvez avoir des petits trous qui se créent dans vos vecteurs et là ça permet de les combler et ça c'est très bien parce qu'avant je ne vais pas rentrer dans les détails mais il fallait faire des buffers et tout et donc ça automatise et c'est très bien. Donc c'est une fonctionnalité qui avant un problème qui se comblait via du bidouillage et maintenant qui se comble directement via un algorithme. Donc donc là on peut associer à nos données vecteurs une couche d'informations qui peuvent être des métadonnées et autres et qui sont sauvegardées avec notre vecteur, très bien. Là, autre fonctionnalité, on peut mettre nos propres algorithmes directement de la boîte d'outils directement dans des favoris. Petit raccourci qui permet de faciliter l'utilisation de QGIS en mettant les algorithmes qu'on utilise le plus en favoris. Et donc là, on a plein de nouvelles options quand on crée des rasters. Statistiques, export en mesh, combler les données, vides, les valeurs manquantes. Pareil, on pourrait faire une vidéo entière sur les valeurs manquantes dans QGIS. Donc voilà, pas mal d'options en plus quand on crée un raster. Là, on peut faire un drag and drop, cliquer déposer directement pour les paramètres de QGIS. Donc là, on est dans une autre partie qui est les fonctions, les options des projets. Et donc là, on peut définir le cache dans QGIS. Alors les gens l'utilisent très peu, mais il y a beaucoup de paramètres dans QGIS qui permettent d'optimiser les rendus. Alors, on peut paramétrer le processeur, on peut paramétrer comment lire les rasters, le cache. Alors, il y a pas mal de choses que les gens utilisent peu, mais qui peuvent vraiment fluidifier l'usage de QGIS. Et donc là, on peut définir la taille du cache dans QGIS, petit, moyen, gros. C'est vrai que suivant les données raster notamment que vous utilisez, vous pouvez avoir un cache qui peut tout de suite bien peser. Pareil, là, on peut définir la projection verticale pour les couches. Très bien. Ici, on peut définir les modes de couleur par défaut pour les propriétés du QGIS. Très bien. Profil Tool, donc ça, c'est une fonctionnalité qui était avant disponible via un plugin, mais qui maintenant est native et qui permet de faire des profils topo directement dans QGIS. Et là, on peut changer le nom du profil topo. Donc ça, c'est bien. Ils améliorent petit à petit l'outil profil qui est bien et qui peut être encore amélioré à mon sens. Donc là, ils ont dans l'interface graphique de QGIS, ils ont rajouté un outil qui permet de charger des MVT layers à MVT layer depuis une URL uniquement. Donc MVT layer, j'ai vector tease layer, d'accord. Directement depuis une URL. On peut dupliquer des connexions directement depuis l'interface dans QGIS. Très bien, ça c'est toujours un gain de temps. Ils ont amélioré, ils ont ajusté la fonctionnalité créer une nouvelle base de données dans le menu de GeoPackage. On peut faire clic droit, créer une nouvelle connexion ou une nouvelle base de données. Et ça, c'est très très bien. Parce que le GeoPackage, c'est l'équivalent de la GeoDatabase pour ArcGIS. Ah là, ça c'est très bien. Ah là là, ça c'est très bien, c'est qu'on peut désormais ajouter des connexions pour les outils de stockage. Ah, vous voyez. Et là, vous avez S3, Azure, Google Drive. Donc ça c'est très bien, c'est que directement depuis l'interface, on peut connecter son SIG aux outils de stockage cloud. Et par ailleurs, alors c'est dommage parce que Google Drive, je me demande, alors Google Drive on peut connecter Azure c'est pro et S3 aussi c'est pro, mais on peut tester, je testerai la connexion Google Drive.
Donc là, Stack Connection, donc là on peut rajouter nos données directement depuis le navigateur de couche. Ok. Data Provider. Donc ils ont rajouté des nouveaux types de données qu'on peut charger, notamment des TIN, donc des données interpolées, et polyhédrale surface and TIN. Donc je sais pas trop ce que c'est polyhédrale surface TIN, mais TIN sont des données interpolées triangulaires. QGIS Server, ils ont rajouté très bien les définitions pour les couches layer WFS. Et après programmation, il y a de nouvelles fonctionnalités. Bon, et là, il y a la résolution des bugs qui a été mis pas mal. Maintenant, ils ont rajouté les résolutions de bugs. Donc, vous avez les tickets, vous cliquez dessus, vous avez les bugs. Je sais pas, je vais en prendre un au hasard. Et vous avez donc GitHub, Layout Manager, voilà. Et donc, il y a aussi toutes les résolutions de bugs qui se fait de manière constante dans QGIS. Et voilà pour les évolutions. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Abonnez-vous aux réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux de la chaîne. Bon, Insta, c'est pas difficile, il n'y a personne. TikTok, bon, c'est pas difficile, il n'y a personne. Facebook, allez-y. Twitter, allez-y. Et évidemment, la chaîne YouTube, si vous souhaitez. Je vous remercie à tous. Est-ce que vous avez des questions sur le chat? Si vous n'avez pas de questions, je vais tous vous libérer. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.